Allez, ça marche. Bah, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Carole Autechaud. Je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Akanema. J'ai créé Akanema il y a 5 ans. À l'origine, pour aider justement à valoriser les parcours parfois atypiques. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à travailler sur les soft skills. Aujourd'hui, chez Akanema, on s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux OF. On fait de la formation de formateurs, on crée des outils qui permettent d'identifier les soft skills et on propose des prestations d'expertise sur le sujet, notamment pour les inscrire et les activer dans le cadre des transformations des entreprises. Donc, je pense que ça rejoint un peu la thématique que c'est Julie, je crois, avait évoquée au tout début. Aujourd'hui, l'idée de ce premier webinaire sur le sujet, c'était de repartir de la base parce que souvent on dit soft skill, déjà c'est un mot anglais. Si je vous demande à tous une traduction de soft skill, pour vous, c'est quoi en français des soft skills? Vous pouvez me les mettre dans le chat ou les. Dites-moi. Compétences douces. Oui. Ouais. Ce sont des compétences transversales. Ok. Donc on a compétences douces, je le note. Savoir-être, compétences transversales, compétences interpersonnelles, ok. Autre chose? Logiciel comportemental. Logiciel comportemental, ok. Savoir-être comportemental, ok. Compétences humaines, ouais. Moi, j'ai aussi compétences relationnelles. Dans l'éducation nationale, on dit compétences psychosociales. J'ai entendu compétences émotionnelles. Donc, on a déjà une petite dizaine de traductions différentes pour ce mot-là. Moi, j'ai trouvé ça fou la première fois qu'on en a parlé. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas forcément une définition, on n'a même pas une traduction de ce mot. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre une vraie traduction et quelques éléments derrière les soft skills. Nous, on a beaucoup travaillé avec alors des chercheurs en psychologie du travail sur ce sujet-là. Donc, ce que je vous dis, c'est quelque chose qu'on a développé avec un laboratoire de recherche. Et c'est aujourd'hui des choses qui sont actées par l'AFNOR notamment. Sur cette thématique-là, on en avait parlé avec Pascal il n'y a pas longtemps et elle pourra vous partager éventuellement ce sujet. J'ai le chat en parallèle. Je vais commencer par un petit jeu, parce que nous, on a choisi chez Akanema d'aborder le sujet de la compétence de façon fun, et on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison. Donc, je vais vous projeter une présentation, et je voudrais que vous me disiez, maintenant qu'on parle de ces compétences-là, moi je vais dire compétences humaines, hein, parce que c'est sympa, compétences humaines, si pour vous, ce sont des compétences ou pas, pour voir si au-delà de la traduction, on va être d'accord sur ce qu'on met derrière. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Pascal, tu me dis quand c'est bon, s'il te plaît. Ouais. Si je partage tout. Là, ouais. Là, c'est bon, on a accès au slide. C'est parfait. Ok. Alors moi, je ne vous vois plus le chat. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre et à parler parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué pour moi. Du coup, selon vous, compétences ou pas compétences? Donc aujourd'hui, on va parler des compétences humaines. Donc je vous demande simplement si pour vous, si demain j'avais un référentiel de compétences, je pourrais le mettre dedans ou pas. La première, ça va être optimiste. Est-ce que pour vous, c'est une compétence ou pas? On peut lever la main. Hein. Ceux qui pensent que c'est une compétence, levez la main. Ah, Pascal, du coup, tu me donnes le résultat. Ouais. Alors, on a eu 2 pouces en l'air. Il y a Jérôme, il y a Léa qui pense que c'est une compétence, Anaïs, Cosro, Béatrice aussi. Voilà. Et Marie, ouais, on a à peu près la moitié qui pense que c'est une compétence. Ah, moitié-moitié. C'est rigolo, ça. Alors, du coup, est-ce que quelqu'un... Un peu moins, la moitié. Ah, bah, est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi c'est une compétence selon lui ou elle? Oui, Anaïs et Béatrice aussi avaient une remarque. Ouais, vas-y, Anaïs. Du coup, moi, je trouve que c'est vraiment axé justement sur compétences humaines émotionnelles, c'est-à-dire savoir se projeter dans une démarche plutôt positive, ne pas focaliser uniquement sur ce qui est négatif et pouvoir en sortir une force. Okay. C'est un peu une approche stratégique, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est parce que ça s'apprend. Ok, d'accord. Et du coup, en face, ceux qui pensent que c'est pas une compétence, pourquoi?
Moi, je pense plutôt que c'est un état d'esprit et que ça reflète aussi les interactions de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, alors non, je ne vois pas comment on apprend à être optimiste. L'optimisme, c'est une vision du monde aussi, hein, le pessimisme, etc. C'est un abord à l'autre. Ça fait partie de la nature de chacun. Donc, je ne sais pas si c'est apprenable. Ça peut-être être malléable, ça peut-être être implémentable. Mais de base, je pense que c'est inscrit dans chacun. Ouais, ouais. Alors du coup, je vous rejoins là-dessus et je vais vous expliquer. Pour moi, c'est pas une compétence être optimiste et tout est dans le être. Alors je sais qu'en France, on a adopté cette dénomination, savoir être. Le problème, c'est que être optimiste, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de pouvoir d'action. Vous vous levez le matin, vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Quand vous posez le pied par terre, c'est ça. La compétence, elle va résider après. Effectivement, quand vous êtes un manager et que vous avez besoin de motiver vos équipes, il va falloir que vous soyez capable de leur communiquer une vision positive ou alors de prendre du recul sur votre vision pessimiste de base pour derrière aller faire votre job qui doit être inspirant et du coup, vous allez mettre en œuvre des compétences par la suite. Mais être optimiste, c'est un trait de personnalité. Ça fait partie de vous, c'est quelque chose qui ne varie pas. Donc, vous n'allez pas être en formation optimisme. Ouais. Moi, j'avais dit oui, parce que pour moi, c'était lié à la résilience. Moi, je partage, mais c'est tout un débat qu'il doit y avoir. Alors là, ouais. Et les préparateurs mentaux qu'on est, si on partait de ce postulat, on arrêterait nos professions. Bah non, parce que vous êtes préparateur mental. Pardon ? J'ai dit, dans notre métier, on apprend à nos coachés à prendre du recul et aborder les choses sous un angle différent. Il reste qu'ils sont au démarrage plutôt pessimistes ou optimistes. Oui, prendre du recul, c'est une compétence. Voilà. Effectivement, voilà. Mais du coup, la compétence, elle réside dans la prise de recul, dans le fait d'envisager des alternatives. Et pas dans le trait de caractère, quoi. Voilà, de faire ces choses-là qui vont permettre de pallier. En fait, la personnalité, c'est un peu le capital de départ. Vous voyez ? C'est le truc avec lequel vous partez. Et après, c'est pas parce que, j'en sais rien, c'est pas parce qu'on est pessimiste qu'on peut pas être un bon manager ou un leader inspirant. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment, la compétence, elle réside dans ce qu'on fait derrière et pas uniquement dans ce capital de départ. Les deux sont complémentaires. Par contre, effectivement, c'est plus facile quand on est optimiste, du coup, parce qu'il n'y a pas de stratégie à mettre en œuvre pour compenser le capital de départ. En espagnol, pour ceux qui parlent espagnol, il y a deux verbes pour dire être, contrairement au français. Il y a un verbe qui est ser, qui a un état permanent, et un verbe qui est estar, qui a un état temporaire. Et du coup, ils font la différence quand ils parlent entre le fait d'être optimiste, c'est-à-dire d'être tout le temps, et le fait d'être dans un état instantané. Et nous, en français, on met tout derrière ce même mot, du coup, c'est dommage. Le problème, en fait, avec la personnalité, c'est que comme vous n'avez pas de pouvoir d'action, vous ne pouvez pas la changer. Si vous le positionnez comme une compétence, du coup, la personne en face, elle va pas être capable de le mobiliser quand il veut, quoi. Donc, c'est là qu'il y a une petite différence. J'ai réussi à en convaincre certains. On passe à la suivante. Allez, tu peux y aller, vas-y. La deuxième, c'est dépasser ses limites. Est-ce que c'est une compétence ou pas pour vous ? Là aussi, je vais lancer des débats, je pense. Ouais, là, c'est plutôt en majorité. Ouais, on est tous plutôt d'accord que c'est une compétence. Ok, d'accord. Moi, je vais vous dire Presque le contraire. Presque tous. Ok, moi, je vais vous dire tout le contraire. Pourquoi c'est pas une compétence, du coup, pour la seule personne, a priori, ou les 2-3 seules personnes qui ne sont pas sur la compétence, qui ne partagent pas la vie de tout le monde ? Est-ce que quelqu'un veut bien se lancer ? Ceux qui n'étaient pas d'accord. Je ne sais pas qui c'est qui a. Allez-y, prenez le micro. Ceux qui sont d'accord que c'est une compétence ou ceux qui ne sont pas d'accord ? Ceux qui ne sont pas d'accord, justement, les plus rares. Ah ouais, les plus rares, la minorité. Alors, moi, je n'étais pas d'accord. Bon, pour moi, ce n'est pas une compétence. Ouais. Dépasser ses limites, c'est plutôt un mindset, en fait. On rejoint l'état d'esprit. On est sur quelque chose qui peut être temporaire, qui est vrai le lundi, pas fou le mardi. Donc,
Et dépasser ses limites, ça s'apprend pas pour moi. On va apprendre à changer son mindset, ça pour moi oui, mais pas à dépasser ses limites. Et en plus, c'est une question de résilience et de limites en fait, qui sont personnelles. Ouais. Ok. Et du coup, de l'autre côté, ceux qui pensent que c'est une compétence? Je vais peut-être de nouveau vous étonner, mais moi, je travaille avec des coachs sportifs et on apprend à des personnes qui avaient des doutes sur leur capacité à dépasser et aller même plus loin dans la gestion de douleur, surtout les sportifs de haut niveau, qui s'arrêtent à la douleur et en fait, on leur apprend à dépasser ces douleurs, voire même l'intégrer, ces douleurs dans leur raisonnement. Ok. Du coup, bon, après. En fait, dépasser, c'est l'objectif, enfin, c'est la finalité, mais en fait, en effet, j'écoute ton raisonnement en même temps pour comprendre pourquoi on a tort. Mais en fait, tu as décrit, toi, tout ce que tu apprenais aux personnes à faire qui n'étaient pas dépasser les limites. C'était pour dépasser ces limites, mais tu as expliqué ils apprenaient à encaisser la douleur, revoir leur seuil de douleur. Il y a un aspect toujours résilience, etc. C'est pour ça que j'essaie moi-même de me convaincre. En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai insisté, j'ai dit c'est le logiciel au départ, j'ai utilisé ce terme. Pour moi, dès l'instant, on peut intervenir sur, entre guillemets, le logiciel de l'individu pour qu'il soit optimiste ou il puisse dépasser ses limites. Quelque part. C'est l'objectif opérationnel, mais ce n'est pas la compétence. Ouais. Ça veut dire que pour vous, ok. Moi, je vais vous donner ma réponse. Oui. Dépasser ses limites, ça n'est pas une compétence. Pourquoi? Parce que déjà, ça s'appelle limite. Une limite, c'est fait pour être respecté. Si je pose une limite relationnelle entre vous et moi, c'est pas pour que vous la franchissiez. On est d'accord? Non, mais. Totalement. Non, mais totalement, oui. En fait. Très bon soft skills en plus de manager. Non, mais voilà, en tant que manager, voilà. Dépasser ses limites, finalement, ça veut dire, si c'est une limite, qu'on va au-delà d'un truc qui est normalement bon pour nous. Donc, moi, je trouve ça dangereux de le positionner comme une compétence, parce qu'une compétence, c'est quelque chose que je peux mettre dans un référentiel, c'est quelque chose qu'en tant que manager, je dois pouvoir exiger de mes équipes au quotidien, tous les jours, tout le temps. Absolument. Et a priori, dépasser ses limites, on ne peut pas le faire tout le temps. En revanche, j'entends l'argument des sportifs, mais est-ce que du coup, il ne faudrait pas repousser ses limites comme une compétence? Et là, du coup, on est moins dans la notion de valoriser le dépassement et le fait de se mettre en difficulté, mais dans le fait de faire avancer sa limite et du coup de mettre en place des actions qui permettent effectivement d'aller intégrer de la douleur dans un effort, parce qu'effectivement, quand on a un sportif de haut niveau, il y a un moment, il y a forcément une douleur qui apparaît et qu'effectivement, ça va permettre d'aller débloquer de la performance. Je sais pas. Non, vu comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à le voir d'un point de vue très personnel. Oui, mais parce qu'on est dans une société qui valorise. Là, je dépasse mes limites. Ouais. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant de le positionner comme ça, parce qu'en fait, voilà, les mots ont un sens et les mots, si je les pose comme une compétence, d'accord, une compétence humaine, quelque chose que je peux exiger d'un collaborateur, c'est quelque chose que je mets dans une grille d'évaluation que je dois pouvoir exiger de lui et que lui va prendre comme ça. Lui, il va prendre le mot dépasser ses limites. Le dépassement, c'est quelque chose qui potentiellement a une notion de douleur, du coup, quand on dépasse une limite ou quelque chose de désagréable. Alors que, effectivement, repousser les limites, ou en tout cas être dans une notion de progrès permanente ou autre, il va y avoir d'autres façons de le formuler qui vont rejoindre effectivement le type d'action que vous mettez derrière, mais qui du coup va permettre à la personne en face de pas forcément se mettre en difficulté. Une compétence humaine, c'est quelque chose qui doit être positif pour l'humain quand même, et dépasser ses limites, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps. D'ailleurs, les plus grands sportifs vous diront qu'à un moment, il fallait savoir abandonner. Moi, je regarde beaucoup le tennis, c'est mon sport. Vous avez Novak Djokovic aujourd'hui qui est le plus grand champion de tous les temps, qui a abandonné en demi-finale d'un tournoi qu'il voulait absolument gagner il n'y a pas longtemps, parce qu'il a dit à ce moment-là, la douleur c'était trop, je ne voulais pas dépasser mes limites plus que ça. Il a su gérer sa limite. Il est plus dans le fait de repousser et de gérer que dans le fait de dépasser. Donc la compétence, elle va résider dans cette petite nuance. Allez, troisième. Être loyal, cette fois-ci. Elles sont volontairement sujettes à débat. Excuse-moi, Carole, il y avait Corinne, je crois, qui voulait prendre la main aussi. Ah oui, bien sûr.
Ah non? Non, elle avait Non, simplement la levé main la est élevée. Ok, main. d'accord. Ouais. Là, tu Ah. vois, je vais rebaisser ta main, Corinne. Resondage, du coup, être loyal. Compétence ou pas compétence? Elle provoque. Elles sont toutes provoquées. Pas compétence. Pas compétence? Là, du coup, tu nous as perturbés. On est moitié-moitié, là, tu vois. On sait plus. Ah, ok. Pourquoi? Parce que j'ai mis 2 fois être et que tout à l'heure, je vous ai dit que si c'était être, c'était pas une compétence. Non, c'est que là, ça définit un trait de caractère aussi. Ouais. Alors, je vais. Loyal, c'est pas très, très défini, quoi. Ça veut Non. dire quoi être loyal, quoi? Ouais, en fait, être loyal, c'est pas vraiment une compétence, c'est plutôt en lien avec les valeurs. Oui, bah oui. On La apprend à loyauté. se projeter éventuellement, voilà, mais on n'apprend pas à être loyal. Et puis, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez exiger j'en sais rien, on va pas passer sa vie dans une entreprise. En tant que manager, vous pouvez demander à quelqu'un d'être sincère avec vous, d'être ouvert sur des choses. Être loyal éternellement à un employeur, c'est quand même un peu étrange. Et les valeurs, c'est pas des compétences, parce que des valeurs, moi, par exemple, on n'a pas tous le même rapport à ces valeurs. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des valeurs qui sont les mêmes que celles de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Moi, typiquement, il y a des gens qui n'en ont rien à faire. Moi, j'ai mon frère, par exemple, pourrait travailler pour des vendeurs d'esclaves, que ça lui poserait pas de problème parce qu'il a une espèce de dissociation entre ses valeurs et son travail qui est impressionnante, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir positionner comme une compétence. Et de la même façon, les valeurs, on n'a pas vraiment de pouvoir d'action dessus. Une fois qu'elles sont construites et qu'elles sont là, on ne change pas de valeurs. Et puis d'ailleurs, je ne peux pas vous demander de changer vos valeurs pour travailler pour moi. C'est quand même un peu bizarre, quoi. Donc, qui le veut ne devient pas soldat, alors? On peut devenir soldat, c'est juste que ce n'est pas une question de valeur. Il y en a qui aiment la force, le combat, il y en a qui ne sont pas spécialement, malheureusement, patriotes, qui sont soldats. Tout se définit différemment, je pense. Ouais. En fait, c'est là que quand on vient chercher la compétence, il faut replacer les choses sur ce que c'est qu'une compétence. Une compétence, c'est un espèce d'outil que je dois pouvoir activer pour travailler. Et moi, je m'en fiche en fait que vous pensiez comme moi, si je suis votre patron. Tout ce que je veux, c'est que vous agissiez selon des directives que je vous donne et que vous fassiez les choses que je vous demande. Si dans votre tête, vous n'y adhérez pas, je m'en fiche du moment que vous incarnez les valeurs que moi j'ai positionnées pour ma boîte au quotidien. On se détache de l'adhésion, ouais. Et ouais, en fait, vous pouvez pas demander à quelqu'un d'être d'accord avec tout ce que dans sa tête, tout ce qu'il y a. Par contre, vous le savez sûrement des fois en tant que manager, par exemple, vous n'allez pas être forcément d'accord. Par contre, votre job, c'est d'aller appliquer la directive et de faire en sorte qu'elle soit mise en œuvre. Bon, voilà, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, faut juste pas le positionner comme une compétence. Si je dois résumer, donc quelqu'un qui n'est pas optimiste, qui dépasse pas ses limites et qui n'est pas loyal, pour le manager, il faut se lever de bonne heure. Pourquoi ? Bah, On s'en fiche. S'il est pas optimiste, mais que s'il est très pessimiste le matin, mais quand il passe la porte du bureau, il sait qu'il doit agir de façon cordiale avec tout le monde, pas toujours vous donner une vision très noire, prendre du recul sur les Il scénarios. peut être pragmatique et poli en restant pessimiste. Ouais. En fait, ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est quelque chose, et ce qui vous sort quelque part après, si ça mérite un petit traitement pour être bien par rapport à ce que vous attendez de lui, il est capable de le mettre en œuvre. oui, mais si ces 3 éléments-là impactent sur le résultat final et que coach connaît ou préparateur sportif connaît, on n'intervient pas sur ces éléments-là. Non, mais honnêtement, c'est un super débat, super discussion, ça me surprend. Mais on doit définir déjà ce qu'est une compétence, alors, dans ce cas-là. On y arrivera. On va y arriver. J'en ai encore une. Débat. Donner les informations avec parcimonie. Allez, j'y vais. Allez. Compétence ? Soyons fous. Bon, moi, je vote pour aussi. Foutu pour foutu. Alors, on aurait dit communiquer, parce que donner, c'est pas vraiment un verbe d'action en soi. Ok. Mais sinon, on est mieux que les précédentes, quand même. Ah. Du coup, compétence pour tout le monde, plutôt ? C'était plutôt, Carole, ouais. Ouais, ok. Bon, moi, je vais rester sur pas compétence et je vais vous donner la réponse. Alors, on n'est pas sur cette histoire de donner, communiquer, même si je l'entends, effectivement, ça marche. C'est la notion de parcimonie, moi, qui me dérange dans cette compétence-là. C'est relatif ? C'est subjectif, plutôt ? Alors, déjà, et puis avec parcimonie, il suggère que
je suis dans une relation qui n'est pas d'égal à égal, mais où je suis supérieure à l'autre et où moi, je vais lui donner les miettes d'informations que j'estime qu'il a besoin d'avoir. Je ne suis pas dans la réponse à quelque chose et une relation équilibrée, je suis dans quelque chose où c'est moi qui détermine en tant que personne supérieure ce que je vais lui donner. Et indépendamment de ce que lui aurait éventuellement envie d'avoir comme information. Et du coup, ce n'est pas une relation très saine en termes de positionnement quand on le positionne de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que par moment, ce n'est pas nécessaire dans certains contextes. Hein. Typiquement, aujourd'hui, je pense que sur la scène politique, avec ce qui se passe, ça doit être une compétence par moment dans certains jobs. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'essaie d'aller chercher c'est quoi une compétence humaine. Si je dois faire un référentiel, il doit marcher pour tout et pour tous les jobs. Donc, si ça dépend de dans quel job on peut le mettre en place parce qu'il y a des enjeux particuliers, eh ben, ça ne peut pas être une compétence pour tout le monde, en tout cas pas quelque chose que je vais pouvoir intégrer dans un référentiel de compétences humaines qui, par définition, est transversale et doit pouvoir s'appliquer à tous les emplois. Il y a 2 personnes qui voulaient prendre la parole, Carole. Je vous laisse prendre le micro, allez-y. Hein. Oui. Alors, tu parlais, toi, en fait, de compétences transverses, mais si on la met sur une situation, en fait. Donner des infos avec parcimonie, tu l'as évoqué, donc la scène politique, donc situation de crise. Le rôle du manager aussi, c'est de prendre sur lui et donc de donner l'info essentielle pour rester, vous garder une équipe optimiste, pour, tu vois, on peut avoir ce prisme-là et dire que la compétence, elle est dans la compétence d'une crise ou de la gestion de crise. Ok, mais est-ce que du coup, c'est pas identifier les priorités, sélectionner la bonne information, faire passer un message? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des compétences à côté qui n'ont pas cette notion de parcimonie et de domination dans la relation qu'on peut mettre derrière et qui du coup seraient plus équilibrées? Voilà, c'est un prisme, je pense, qui est hyper personnel parce que toi, tu vois en fait domination dans la parcimonie et moi, je vois de la gestion de crise en fait. Oui, mais parce que du coup, c'est contextualisé, c'est ce que je disais. Mais moi, aujourd'hui, je développe une plateforme digitale, j'intègre un référentiel de soft skills dedans. Je dois mettre des trucs qui doivent marcher pour tous les recrutements, tous les métiers, toutes les fonctions. Donc, ce n'est pas juste la gestion de crise ou ce n'est pas juste la vie politique, c'est aussi le manager d'un stagiaire qui découvre le monde de l'entreprise dans mon référentiel. Donc, dans ce contexte-là, c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, ce n'est pas quelque chose de bien, on est d'accord. Mais c'est difficile de le positionner comme une compétence, encore une fois. Si je reviens sur la compétence, c'est quelque chose que je peux mettre, exiger au quotidien tout le temps. Oui, c'est une extension d'une compétence. Ça serait ça va être une mise en application particulière qui dépendra d'un contexte particulier. Okay. La gestion de crise ou autre. Là, effectivement, ça peut se révéler dans ce moment-là. Mais du coup, on perd la transversalité de la compétence. Donc, c'est peut-être pas une compétence humaine, c'est peut-être une compétence métier presque. Une dernière ? Être motivé. C'est pas une compétence. Ah. Pourquoi ? Parce que c'est le troisième être. Ouais. Personne n'ose se lancer. Bah, la motivation, c'est un peu comme on a vu avant, ça reste le résultat, l'aboutissement de compétences qu'on développe, qui sont liées aux traits de caractère quand même de base. Hein. Ok, donc de la même façon. Trouver un intérêt, il y a plein de choses qu'on peut développer. Donner du sens, je ne sais pas, mais voilà, ça va pas être. On peut pas motiver, on peut pas apprendre à quelqu'un à se motiver pour quelque chose, parce que ça va être découpé en objectifs pour qu'il trouve un intérêt, de l'adhésion peut-être, j'en sais rien, mais. En fait, on rejoint cette notion de pouvoir d'action. Je n'ai pas vraiment de pouvoir d'action sur la motivation en soi. C'est pas possible d'être tout le temps motivé tous les jours. Moi, j'ai créé mon entreprise, il y a des jours où je ne suis pas motivée. Il y a des creux dans la journée de motivation. C'est pas grave, c'est quelque chose qui arrive. La motivation, elle est liée aux émotions, aux sentiments. C'est un truc qu'on prend, voilà, qui arrive, et puis après, on apprend à le gérer et à faire avec. Et du coup, quand on n'est pas très motivé, on va apprendre à créer une chaîne d'événements qui vont nous permettre de remonter en énergie et à la motivation de revenir. Mais la motivation, c'est effectivement plus une conséquence de toutes ces choses-là. Et on ne va pas avoir sur la motivation à l'instant T un pouvoir, on peut décider, ça y est, je suis motivé. Ça ne marche pas. On va le décréter, mais en fait, on ne va pas le ressentir, donc ça ne servira à rien. Et puis, ce n'est pas grave. Bon. Toujours pas très d'accord. Vas-y, non mais c'est Rodela pour
Tout ce qui est lié aux émotions et aux sentiments, c'est quand même compliqué. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler dessus. Attention. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose dont on va avoir besoin pour avancer. Mais c'est juste quelque chose qu'on peut difficilement positionner comme une compétence. Si le matin, votre collaborateur arrive et il n'est pas motivé, vous allez lui dire quoi? Aujourd'hui, tu n'es pas motivé, c'est pas grave. Tu décides que tu es motivé et puis c'est fait. Non, c'est pas grave. C'est juste qu'il va faire en n'étant pas motivé. Puis il va faire des actions. Je peux intervenir. On travaille avec des jeunes en situation d'insertion professionnelle, à la direction du travail et avec France Travail. Et certes, à la base, quand ils arrivent, ils ne sont pas forcément motivés. Et justement, l'objectif lors de l'accompagnement, c'est de les transformer, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais et de les rendre motivés. Et l'expérience qu'on a avec les contacts qu'on a avec du suivi dans le temps nous prouve que plein de personnes qui n'étaient pas forcément motivées au départ, voire même ils avaient une vision du monde assez fataliste et assez sombre, après les accompagnements, et pas que avec nous, Oui. Aujourd'hui, quand on les croise, ils sont un petit peu en mode « merci, vous avez changé ma life ». Donc ça veut dire que quelque part, certes, tout est relatif avec le temps. Ils ne sont pas comme moi ou comme vous, personne ici est peut-être motivé tous les jours. Mais n'empêche qu'on a les clés, on a appris des clés pour actionner la motivation quand il y a besoin. C'est valable pour tout le reste, tout ce qu'on a cité. Donc c'est peut-être là-dessus, sur la notion de compétence et son lien avec le temps, qu'il y a peut-être discussion ici. C'est parce que... Il n'y a pas de stratégie pour être motivé, c'est ça ou... Si, justement, il y a on des stratégies. on va trouver un sens, on va apprendre à se fixer, par exemple, des objectifs ça, la de stratégie. carrière. Oui, mais du coup, c'est les compétences, c'est ce que je cite, c'est pas l'atteinte de posture finale, en fait. En fait, la motivation telle que vous l'abordez dans ce sujet-là, comme elle est longue dans le temps, elle est liée au fait de fixer un objectif, de mettre un sens derrière cet objectif, d'aller identifier ces facteurs de motivation. Parce que typiquement, par exemple, moi, en entrepreneuriat, pourquoi j'ai créé mon entreprise, ce qui m'a motivée à la base, c'est une notion de liberté dans mon quotidien. Et c'est effectivement quelque chose sur lequel je m'appuie les jours où la motivation n'est pas là pour venir rechercher justement les leviers qui vont faire remonter la motivation. Mais la motivation est du coup la conséquence d'avoir identifié les bons leviers, d'être capable de mettre en œuvre la stratégie de remotivation qui va bien. Je suis d'accord, chacun, mais en fait, l'idée, c'est très intéressant le sujet. Toute compétence a son échelle de temps. Donc, la motivation prend du temps, devenir bon en maths et bon vendeur, ça prend du temps. Si on revient sur l'échelle de temps, à chaque axe de progrès, il y a son temps qui lui est dédié. Et selon la situation de départ, effectivement, le temps même très très long. Il y a des gens qui se mettent 3 ans, 4 ans pour revoir leur stratégie. Ouais. Et c'est ça, mais du coup, comme on est plutôt sur quelque chose qui va être sur le temps long, on va être lié soit à l'instantané, c'est-à-dire à la motivation à l'instant T. Est-ce que j'étais motivée pour faire ce webinaire aujourd'hui? Est-ce que je suis motivée pour faire cette activité sportive? Et après, il y a effectivement autre chose sur le temps long qui va être quelque chose qui sera plus dans le sens. Mais du coup, on sera moins sur de la compétence, mais on va être sur plutôt des projets ou alors sur de la connaissance de soi, de la gestion de soi et du développement personnel. Mais on sera moins sur de la compétence. La compétence, encore une fois, c'est quelque chose, je recrute sur base des compétences. Donc, je dois pouvoir valider que la personne en face de moi, elle a ça et que c'est comme ça et c'est un critère pour le poste. Oui, parce que là, tu parles vraiment, je pense que de compétences, une compétence manager qui a une grille, parce qu'effectivement, quand ça se passe mal, si tu n'as pas de grille, sur quoi tu te fixes s'il n'y a pas de choses très bien écrites au départ? Quand je suis manager, quand je suis recruteur, quand je suis formateur, pardon, mais moi j'arrive à la fin d'une formation, j'évalue des compétences. Il faut que je puisse cocher cette case-là pour dire que la personne, elle va avoir son diplôme. Cette notion de compétence, c'est quand même quelque chose qu'on positionne comme quelque chose de factuel. Hein. Donc, c'est pas parce que c'est une soft skill, une compétence humaine, que c'est plus une compétence. Et souvent, on a tendance à mettre des choses qui ne sont pas forcément des compétences, qu'on assimile aux soft skills. Le problème, c'est que ça les rend flous. Et ça les rend flous pour la personne en face, parce que quand on exige de nous des choses sur lesquelles on n'a pas trop de pouvoir d'action, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va aller les manipuler. Et du coup, on a du mal à communiquer et à aller activer ces sujets-là.
Alors effectivement, dans le cadre d'accompagnement, on va travailler la motivation et ces choses-là, mais la motivation, elle ne relève pas tant de la compétence que, justement, souvent, quand vous avez des tests, vous avez les tests psychométriques de personnalité, vous avez les moving motivators qui sont les tests de motivation, et vous avez un référentiel de compétences à côté. Généralement, c'est des choses qui sont complémentaires. Je pense que c'est peut-être là le débat. On a effectivement une notion de compétence, une notion de potentiel. Alors, en France, peut-être qu'on recrute beaucoup sur la base de compétences et dans les pays anglo-saxons, plus sur la base de potentiel. Il y a la compétence aussi, mais aussi le potentiel. Bon. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça. En tout cas, en tant que spécialiste de la compétence, à un moment, on est obligé d'aller faire un peu le truc. Du coup, vous m'aviez posé la question, qu'est-ce que c'est du coup, une compétence, puisqu'on a quand même fait le tour de tout ce que je ne mets pas dans le champ des compétences. Donc, on a travaillé sur le fait de formaliser quelques éléments que je vais vous donner qui permettent justement de venir un peu évaluer la compétence. Alors, la compétence, c'est une notion en psychologie qui a été quand même travaillée par des grands chercheurs. Ils sont Sandra Belli et Guy Le Botter. C'est les deux grandes références aujourd'hui dans le monde de la psychologie du travail sur ce sujet-là. Et voici les définitions qu'ils en donnent. Alors, ce qu'il faut retenir des définitions, je vous passerai la présentation, de toute façon, elle est dans le replay, c'est que la compétence, elle se réalise dans l'action, elle ne peut pas fonctionner à vide, en dehors d'un acte qui existe, d'accord ? En fait, dire qu'on a une compétence, c'est bien, mais en fait, il faut la matérialiser. Et surtout, elle ne réside pas forcément dans les ressources qu'on va mobiliser, mais dans la mobilisation de ces ressources. Je prends un exemple. Si je connais des techniques de gestion du stress, ce n'est pas pour autant que je vais être capable de gérer mon stress en situation. Vous voyez la différence entre les deux ? La compétence, elle va résider dans le fait de le faire, de gérer mon stress quand je vais prendre la parole en public à ce moment-là. Donc, ça, c'est important parce que ça veut dire que, justement, c'est ce qu'on fait souvent pas. Quand je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de pouvoir d'action dessus, c'est parce que souvent, être optimiste, ce n'est pas vraiment une action. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, ce n'est pas quelque chose qui existe. Et donc, une compétence humaine, elle va rejoindre la même chose qu'une compétence au sens traditionnel, c'est juste qu'elle va être décontextualisée parce que, par définition, c'est des compétences qui sont transverses, humaines. Ouais ? Personne veut... C'est bon, je continue ? Vas-y, Carole. Ok. Donc, on a formalisé un élément pour distinguer une compétence technique et une compétence humaine. Donc, une compétence technique, traditionnellement, c'est celle qu'on évalue assez facilement. Elle est démontrable, elle est mesurable, mais elle est souvent liée à un métier ou à un groupe de métiers. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai fait une école de commerce. On m'a appris à faire un bilan comptable. D'accord ? Quand vous voulez le valider, vous allez me demander est-ce que tu peux faire le bilan comptable de ça ? Et vous allez vérifier qu'il est correct, qu'il est équilibré. C'est facile. Bon, si je suis comptable, c'est bien. Si je suis peintre, ça ne va pas me servir. Ce n'est pas une compétence métier, quelque chose qui va me servir dans mon métier. Par contre, ce qui est cool, c'est que du coup, une fois que moi, j'ai démontré la compétence, vous pouvez valider que je l'ai acquis. C'est un peu comme un interrupteur. Vous l'allumez, hop, ça y est, c'est bon, c'est fait. Et c'est pour ça qu'elle est facile à avoir et c'est celle qu'on a habituellement. Et souvent, comme elle est liée à un métier, à des contextes particuliers, que c'est une technique, on a besoin de connaissances pour le mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on fait des formations, c'est pour ça qu'on apprend des choses à l'école, et c'est souvent ce qui est validé par un diplôme qu'on a matérialisé après des examens. La compétence humaine, elle va être un petit peu différente, et c'est pour ça qu'on a plus de mal, c'est qu'elle va être plus difficilement mesurable. Ma gestion du stress, vous n'allez pas pouvoir l'identifier comme ça. C'est pas parce que là maintenant vous en face vous avez peut-être l'impression que je gère bien le stress de la visio et de faire une intervention comme ça qu'à l'intérieur de moi c'est pas la panique. Ça vous en savez rien en fait. Vous savez pas comment je gère les choses. Donc elle va être un peu plus floue, difficilement mesurable et elle va pouvoir passer d'un contexte à un autre. Ça veut dire que si je gère mon stress là maintenant face à vous, demain je vais peut-être gérer mon stress quand je ferai un match de tennis, je peux gérer mon stress quand je vais arriver dans une foule dense où il y aura beaucoup d'agitation. C'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser peu importe la situation. J'ai un stress de manager, je peux avoir un stress de collaborateur. On a exactement la possibilité de l'utiliser partout, cette compétence humaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas parce que je gère mon stress là maintenant que je vais être capable de gérer tous les stress.
Je vous prends un exemple. Je gère plutôt bien la prise de parole en public parce que j'ai donné des cours, donc j'ai fait de l'enseignement. En revanche, la dernière fois que je me suis retrouvée sur une estrade devant 100 personnes avec un micro, c'était la panique totale. Ça veut bien dire qu'il y a une jauge de progression sur ces compétences qui finalement n'est pas totalement définie. On n'est jamais à zéro sur une compétence humaine. Je reste sur mon exemple de la gestion du stress. On sait tous gérer certains stress, mais on n'est jamais vraiment à 100%. On ne peut jamais dire je suis master en gestion du stress, plus jamais un stress ne va m'atteindre. C'est un travail permanent et tout au long de sa vie, on va développer cette compétence-là. Et c'est ce qui la rend difficilement évaluable, en fait, cette compétence humaine. C'est qu'on cherche à donner une note à quelque chose qui a une échelle qui est totalement infinie. Et c'est toute la difficulté quand on vient en parler. Et du coup, pour la rattacher à quelque chose de concret, ce n'est pas toujours une question de connaissance, mais c'est plutôt une question d'expérience. Donc la compétence humaine, pour la matérialiser, il va falloir que vous rentriez dans l'expérience, dans le moment où c'est devenu concret. On va faire un petit exemple. Je vais vous proposer de vous mettre dans la peau du manager que vous êtes et d'identifier mes soft skills. Donc, je vais vous raconter une histoire comme je pourrais le faire à la machine à café, n'est-ce pas, au bureau. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de mon histoire, vous me disiez si, pour vous, vous avez vu des compétences, c'est-à-dire des choses qui seraient utiles dans votre métier, que vous attendriez de vos équipes ou alors qui, vous, au quotidien, vous servent, dans l'exemple que j'ai donné. Ça vous va ? Top. Oui. Oui. Ouais. Et oui, tout le monde met les pouces en l'air, c'est bon. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé justement un vendredi soir il y a quelques années. Donc, c'était juste avant que je crée Akanema, donc ça devait être il y a 6 ou 7 ans. Donc, moi, j'habite à Lyon et j'avais une tradition à cette époque-là. C'était en sortant du bureau tous les vendredis soirs, on allait manger au restaurant avec mes parents et mes 2 frères, au petit italien à côté de chez eux. Donc, ce vendredi soir-là, c'était l'hiver. Vous savez, c'est le moment où dès que le soleil se couche, il fait super froid d'un coup et vous dites « Oh là, j'aurais dû prendre 3 vestes en plus ». Et du coup, je pars chez mes parents comme d'habitude en sortant du bureau. On va au restaurant, la soirée se passe bien. On rentre chez eux après le repas et on boit un petit limoncello que mon père venait d'acheter. Et je rentre chez moi, je pars sur les coups de 21h30. Donc, c'était assez classique. J'étais garée au bord dans la rue attenante à chez eux. Et je sors de chez eux, j'envoie un message à mon compagnon qui m'attendait à la maison en lui disant « J'arrive dans 5 minutes, je pars ». Et j'avance vers ma voiture. Et à ce moment-là, je tourne au coin de la rue et j'entends du bruit. Et ça m'étonne parce que c'est un quartier qui est très, très tranquille et il n'y a jamais d'éclats de bois ou de choses comme ça. Donc, je prête un peu attention au fond de la rue et je vois un petit groupe de personnes, ils étaient 4-5, qui a l'air d'avoir une discussion hyper animée et ils ne sont pas d'accord. Bon, je ne distingue pas trop. Arrivé à ma voiture, du coup, je suis un peu curieuse, donc je fais quoi ? Je sors mon téléphone et puis je fais semblant de regarder des messages dessus, tout en tendant l'oreille pour essayer de comprendre ce que disent les gens au bout de la rue. Et là, je distingue qu'il y a 2 camps. En fait, il y en a qui disent non, mais allez, on y va, on va être en retard au resto, ils vont jamais vouloir nous servir, on se dépêche. Et il y a les autres qui disent mais non, mais on peut pas. On peut pas le laisser comme ça. Alors, je comprends pas trop ce qui se passe, c'est assez étonnant. Et d'un coup, ils disent bon, allez, on y va, et puis on verra tout à l'heure en rentrant à ce moment-là. Et là, dispersion, plus rien, gros silence. Je me retrouve toute seule avec mon téléphone collé à ma voiture. Et je me dis, mince, qu'est-ce qui vient de se passer ? Et donc, à ce moment-là, je range mon téléphone et je me dis, je vais aller voir ce qui se passe. Et donc, je traverse la rue et je vais au coin de la rue où ils étaient. Et je vois rien. Et je ne comprends pas trop. Et donc, le seul truc que je vois, c'est un seau noir sur juste devant l'entrée de l'immeuble à cet endroit-là. Et j'entends un petit bruit, mais que je ne distingue pas trop. Donc, je m'approche et je regarde à l'intérieur de ce seau de chantier. Il y avait un petit peu de ciment séché sur le côté. Et là, je vois une petite boule de poils totalement hirsute au fond du seau. Et à ce moment-là, je me fais alpaguer par un monsieur à son balcon qui me dit « Oui, c'est un petit chat, il a été abandonné. » Alors, je lui dis « Bonjour », un peu surprise, j'ai sursauté. Je dis « Oui, ok, je vois. »
Et là, le monsieur me dit mais emmenez-le chez vous, il va avoir froid. Alors ça, je suis un peu interloquée, je me demande ce qui se passe et puis un peu surprise. Et donc en bonne filoute, je lui retourne la question et je lui dis ah mais non, mais moi je peux pas, mais vous tenez là, je vous le passe et puis à votre balcon et puis comme ça vous pouvez le mettre chez vous, ça sera vachement plus simple. Et là le monsieur me dit non, c'est pas possible, il va le manger. Et en me pointant du doigt le sol à sa gauche, et là je vois une grosse tête de chien qui passe à travers le balcon et je me dis ah mince, je suis dans la mouise, il va falloir que je m'en occupe. Et du coup, je vois pas trop à ce moment-là ce que je peux faire parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'habitais dans un appartement d'une 40aine de mètres carrés. Mon compagnon venait de ramener toutes les affaires de son appartement chez moi et on avait déjà un chat. Bref, on était en manque de place totale et donc c'était impossible d'envisager un deuxième chat à la maison. Et je me dis, bah, c'est un peu étrange. Donc le monsieur me dit, bon, bah, tant pis, tenez, et puis il me tend une petite serviette rouge comme ça, mettez-le dessus, et puis ça lui fera une couverture, et il rentre chez lui. Donc je me retrouve toute seule avec ce chaton, je ne sais pas trop quoi faire. Et je me dis, bon, bah tant pis, pas possible. Comme les gens ont dit, on va le récupérer, et bah c'est pas grave, il le récupère. Et je repars à ma voiture, et en fait, au moment de démarrer, je me rends compte que j'y arrive pas. Et là, juste à ce moment-là, mon téléphone sonne, mon compagnon m'appelle, et justement, je lui raconte l'histoire et il me dit bon bah d'accord, ramène-le à la maison, c'est bon. Et donc à ce moment-là, il me libère et je vais récupérer ce petit chaton que j'ai ramené à la maison. Voilà, j'ai terminé mon histoire. Je vous donne une preuve parce que je sais que vous aimez bien. Donc je vous présente Tacos avec sa petite serviette rouge que nous avons adoptée à cette époque-là et qui a bien survécu. À vous de me dire quelles compétences vous avez vues dans mon histoire. Compétences ou Qualité humaine. Allez, Compétences. compétences. Je vous aide. Voici des compétences. Est-ce que vous en voyez certaines? Trop petit. Ouais. Ah, trop désolé, oui, c'est un petit écran. Bah, le sens de la enfin, en tout cas, une capacité d'observation, Ouais. observer, savoir décrire, Mmh. être ouais, structurer son récit, Ouais. Mmh. solution ou des alternatives à une situation. Ouais. Ne sait pas prendre de décision. Moi, je l'aurais pas mis structurer le récit, contrairement à vous. Justement, c'est ce que j'ai pointé. Il y a tout cet C'est aspect pas sans détail, synthétique. mais il y avait beaucoup de détails. Mmh. Et du coup, c'est vrai il n'y avait pas l'art de synthétiser, enfin, vous voyez. Mmh. Donc moi, j'aurais pas pointé ça. Moi, j'aurais dit courageuse. Ouais. Aller dans le noir quand même, il faut le faire. Hein. Courageuse. C'est un trait de Très caractère, avenante, c'est pas une compétence. très avenante, pas eu peur de discuter avec les autres, voire même t'en approcher. Très en lien, en relationnel, aisance relationnelle, parce que tu sais établir des liens, y compris avec le voisin, Mmh. emmener le chat. Très empathique, parce que Ouais. tu es capable de prendre le chat, d'emmener à la maison. Assez directif, parce que tu es capable d'avoir même ton compagnon à mettre d'accord sur le principe de garder le chat. Et très humaine, parce que tu as un égard envers l'animal que tout le monde n'aurait pas eu, y compris les jeunes qui étaient là déjà. Ouais. Très attentionné. Bah, donc, il y en a quand même quelques-unes, vous avez vu, et pourtant, c'est une petite expérience d'un jour où j'ai adopté un chaton dans la rue. Si moi, je les prends là-dedans, je vais vous dire, j'aurais accepté la nouveauté, adapté ses actions au contexte, anticipé les conséquences, baser ses opinions sur la raison, considérer les enjeux éthiques, reformuler un message. C'est des choses que je considère avoir fait. J'ai fait que la première ligne. Et je pourrais dérouler beaucoup plus de compétences. Donc, vous voyez bien que à l'intérieur d'une expérience, même anodine, on va avoir plein de petites soft skills, compétences humaines qu'on va pouvoir aller chercher. Vous ne m'avez pas posé la question, mais ces symboles, ils correspondent à des familles de compétences. Et les familles de compétences qui sont derrière, ça va être la créativité, la communication, l'esprit critique et la coopération. Et ces 4 compétences, c'est celles qui ont été notamment validées par l'AFNOR il y a peu, dans son référentiel de compétences sur les soft skills, comme les compétences à mettre derrière. Donc, vous voyez bien qu'on peut aller les chercher par ce moyen-là. Pourquoi c'est important? Je vois l'heure passer, donc je vais avancer un peu, et puis moi, je serai disponible si vous voulez qu'on discute un peu à la fin.
C'est que si je prends le parcours d'une personne que je connais, Alice, c'est une personne que je connais, c'est sa vraie vie, d'accord, sur ces dernières années. On a recensé les événements pro marquants de sa vie. Sa prise de fonction, quand elle a optimisé une séquence pédagogique 1 an après, l'arrivée du Covid et le bascule à distance, un changement de direction et puis une petite formation qu'elle a pu avoir après. C'est un parcours professionnel classique. Par contre, on est allé chercher les compétences qu'elle a développées dedans. Donc là, j'ai fait la même chose que ce que l'on vient de faire. J'ai mis des compétences, prendre des décisions quand elle a fait une expo photo, accepter la nouveauté avec l'enseignement à distance. Mais en fait, si vous prenez son parcours extra-pro, c'est quelqu'un qui fait des choses les soirs et les week-ends. Alors, le week-end, elle cultive des tomates sur son balcon. Elle a une vie amoureuse un peu rocambolesque. Elle s'inscrit sur une appli de rencontre. Elle a eu quelques premiers rendez-vous, une rupture avant de finalement se poser. Elle fait du sport, parfois un peu de recettes culinaires, type un premier bœuf bourguignon parce que je vais passer la recette. Elle m'a donné 2-3 conseils d'entrepreneur et de temps en temps, elle fait une fête avec ses amis. En fait, comme moi avec Tacos, on peut faire exactement la même chose avec des compétences. Le premier bœuf bourguignon, c'était une expérience culinaire pour elle. Il a fallu exploiter un résultat qui n'était pas toujours celui qui était attendu. J'ai suivi ça par texto, c'était très rigolo. Et je pense qu'on a tous vécu un peu ces choses-là. Mais c'est des composantes de la créativité. Et du coup, quand vous allez chercher les soft skills de quelqu'un, vous êtes obligé d'aller prendre ça dans sa globalité parce que sinon, vous allez passer à côté du potentiel d'un collaborateur. Si je fais la somme des compétences qu'on a recensées avec Alice dans son pro et dans son extra-pro, vous voyez bien qu'il y en a beaucoup plus quand on prend en compte l'extra-pro. Et c'est normal parce qu'en fait, on passe seulement 11% de sa vie au travail, 2% à l'école, et le reste du temps, c'est tout ce qu'on appelle extra-pro. Alors oui, il y a du sommeil, mais en fait, on ne s'arrête pas d'élever des enfants, de communiquer avec son compagnon la nuit, le soir et les week-ends. C'est des choses qu'on fait quand même tout le temps. Et c'est important parce que quand vous allez chercher à évaluer un potentiel, et on revient sur cette notion de potentiel, ces compétences, du coup, elles vont vous donner une vision différente de la personne. Dans le cas d'Alice, en violet clair, vous voyez là que l'esprit critique, c'est la seule compétence qui était plutôt bien évaluée par rapport à tout ce qu'on a pu recenser. Pourquoi? Parce que dans son job de responsable pédagogique, c'est ce qu'on lui demandait au quotidien de faire. On lui demandait d'évaluer des parcours de formation, de les améliorer, de prendre du recul dessus, de faire des choix qui soient basés sur la raison, de choisir des programmes, etc. On ne lui demandait pas du tout d'être créative ou trop de communiquer avec les autres. Le seul truc qu'on lui demandait, c'était de faire des mails d'information générale à tout le monde. Et pourtant, c'est quelque chose qu'elle faisait beaucoup dans sa vie à côté. Donc, c'est hyper important d'aller chercher ça quand vous cherchez les compétences humaines et de faire ce travail sur la transversalité. Et c'est aussi pour ça qu'il faut travailler les référentiels de façon transversale. Parce que si vous contextualisez trop la compétence, finalement, vous n'allez plus avoir l'essence même de cette compétence humaine qui est la transversalité et qui permet d'aller évaluer un vrai potentiel. J'ai fini ma présentation. Je reprends avec vous. Il faut partager le référentiel. Je pense qu'il y a le référentiel de l'AFNOR, mais le tien qui sont assez proches. Oui, donc, alors en fait, on a la même base. Il n'y a pas de référentiel européen, ni mondial. On est d'accord. En fait, il y a plein de référentiels de plein de choses en fonction des contextes. Souvent, c'est des choses qu'on essaie de contextualiser. L'AFNOR, en fait, se base sur les recherches d'un chercheur français qui s'appelle Jérémy Lamery, qui a travaillé dans un groupe de travail avec plusieurs personnes sur le sujet. Et nous, on avait basé notre recherche chez Akanema et les travaux qu'on menait en partenariat avec les labos que je vous ai mentionnés au début sur les recherches de Jérémy Lamery. Donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a un référentiel qui est plus près et simplifié. Le référentiel AFNOR, je vous enverrai après le lien si vous voulez, mais je ne sais pas. Merci. Sur mon site internet, sur celui d'Akanema,